on m'a demandé si je voulais adhérer au réseau, ce que j'ai fait, début 1943. On m'avait donc demandé, tout simplement, de recruter des volontaires pour former l'armée secrète, d'une part, agents de renseignement, d'autre part, et de trouver des champs de parachutage, ce que j'ai fait également. Pour entrer dans le réseau, il fallait quand même montrer patte blanche. Ils étaient donc 14 pour m'arrêter. Il y avait donc les deux chefs de la Gestapo d'Angers, il y avait Ernst et Wolf. Et Wolf était un Alsacien-Lorrain, mais qui était pro-allemand. La cérémonie à laquelle vous allez assister est organisée par l'Association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine de Montfaucon-Montigné, avec l'aide de la commune et des collectivités locales, afin de rendre un hommage aux compagnons de la libération de notre région. Mesdames et messieurs, accompagnés par 6 drapeaux des anciens combattants de nos communes, voici le relais sacré, la flamme de la nation. Sa vocation est de porter la flamme sur les nombreux lieux de mémoire les plus connus, mais aussi dans les plus petits villages, car ceux qui se sont battus, tous ceux qui sont morts pour la France, sont égaux dans le sacrifice de leur vie, où qu'ils reposent. C'est ainsi qu'en 1923 est née l'idée d'une flamme qui serait ravivé tous les jours devant le tombeau du soldat inconnu. La vasque est allumée par des enfants des diverses communes de Sèvres-Moine. Le souvenir des 15 compagnons sera ensuite évoqué par un appel à leur mémoire. Le général de Gaulle a choisi avec le Conseil de l'Ordre 1038 compagnons emblématiques par leur héroïsme et leur engagement précoce dans la résistance et les combats pour la reconquête du territoire national. Ce qui caractérise les compagnons, c'est vraiment la précocité de leur engagement dans la résistance. 91% des compagnons sont entrés dans la résistance avant la fin de l'année 1941, c'est-à-dire à une époque où il n'y avait personne dans la résistance, ou presque. Cette décoration rend hommage aux combattants dans toute la diversité sociale, religieuse, raciale et nationale qui caractérisa cette résistance en France, dans ses colonies et dans l'ensemble des nations belligérantes. 72 étrangers représentant 25 nationalités ont eu l'honneur de recevoir cette distinction. Le général de Gaulle avait dès le départ conçu cette décoration qui s'appelle l'ordre de la libération, c'est-à-dire que l'objectif à atteindre, c'est la libération. C'est une décoration circonstancielle, c'est-à-dire qu'elle n'a été attribuée qu'à une période très réduite de notre histoire, c'est-à-dire fin 1944, début 1945. Le sens même de cette décoration, évidemment, perd un peu de sa valeur. Les choses sont faites. Par rapport à l'ordre de la Légion d'honneur, c'est que c'est un ordre égalitaire, dans la mesure où il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de grade. Vous savez que dans la Légion d'honneur, on peut être d'abord chevalier, puis officier, commandeur, grand officier et grand croix, alors que pour l'ordre de la Libération, il y a une décoration unique. Du plus jeune, Mathurin Henriot, 14 ans, abattu d'une balle dans le dos durant le déménagement d'une cache de la Résistance et achevé d'une balle dans la tête. Au plus âgé, Édouard Hannet, le Polynésien, 72 ans. Parmi ces 1038 compagnons, 270 le furent à titre posthume et 50 d'entre eux sont morts au combat après leur nomination. 10% n'avaient pas 20 ans.
Amédée Brousset, né à Angers en 1905. Officier de la coloniale, il prend une part active au ralliement de l'Afrique équatoriale française au général de Gaulle en août 1940. Il est condamné à mort par le régime de Vichy. François Carré Lusancet, dit de la Hautière, né à Saint-Germain-sur-Moine en 1909. Fils d'un officier de cavalerie, il est né à la Jarrie en Saint-Germain-sur-Moine, à 2 km d'ici. Saint-Cyrien, il sert au Liban de 1935 à 1938. En Syrie, en mai 41, avec son escadron de Tcherkesses, il rallie les forces françaises libres et est affecté à la 13e demi-brigade de Légion étrangère. Campagne de Syrie, de Libye, de Tripolitaine, de Tunisie. Sa route est jonchée de noms passés à l'histoire. El Alamein, Tobrouk, Tripoli, Takrouma, puis l'Italie où il est blessé 2 fois. Débarquement en Provence, campagne des Vosges et d'Alsace. Il servira ensuite en Indochine et au Maroc, avant de quitter l'armée en 1954. Il repose à Montfaucon, il est officier de la Légion d'honneur. Le 6 avril 1945, le général de Gaulle en personne remet la croix de la Libération à la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Le 30 juin 1940, quelques jours après l'appel du 18 juin, il y a très peu de volontaires qui ont rejoint le général de Gaulle et qui souhaitent continuer la guerre derrière lui. Et parmi ces quelques combattants, il y a 900 légionnaires qui viennent de la 13e demi-brigade de Légion étrangère. Ce qui fait que le noyau des combattants du général de Gaulle, finalement, c'est d'abord cette Légion étrangère. Alors après, il y aura d'autres ralliements. Les effectifs vont grossir, mais au départ, c'est les légionnaires. Ce qui est intéressant quand on dit légionnaires, c'est que c'est quand même composé d'étrangers. Donc ceux qui sont venus finalement les premiers au secours de la France libre, organisée par De Gaulle, c'est des étrangers au sein de cette 13e demi-brigade de Légion étrangère, dont le lieutenant puis capitaine de la Hautière était un des cadres, puisque François de Lusancet a pris comme pseudonyme, nom de guerre, de la Hautière. Dans les FFL, il s'appelait Yves de la Hautière. Le 7 août 1945, il en devient l'un des 90 compagnons. Albert Chavanac, né à Saint-Hilaire-Saint-Florent en 1909. En juin 1940, il passe en Angleterre et s'engage dans les forces françaises libres. Opération de Dakar, Palestine, Syrie, Bir Hakeim, El Alamein, campagne de Tunisie, d'Italie, débarquement en Provence, libération de l'Alsace et zone française en Allemagne. Eugène Pierre Claudius Petit, né à Angers en 1907. Mobilisé en 1939, après le 18 juin, il entre dans la résistance. Le 27 mai 1943, il est l'un des membres fondateurs du CNR, Comité national de la résistance, sous la présidence de Jean Moulin. Jean-François Clouet des Perruches, né à Paris en 1918. Parachuté en France en août 1943, il opère sous le pseudonyme de Galilée. À la tête de 2500 FFI, il protège les flancs des armées alliées. Il décède et est inhumé à Volandry, officier de la Légion d'honneur. Compagnon de la Libération le 24 mars 1945. Hervé Coué, né à Vieille-Baugé en 1919. Orphelin de bonheur, il travaille dans une imprimerie. À 18 ans, il s'engage et est affecté en Syrie. En 1940, il fait partie des volontaires français qui, prenant le nom de 1er BIM, bataillon d'infanterie de marine, forment le premier élément des Français libres. Il est alors condamné à mort par Vichy. À partir de juin 1941, campagne de Syrie, de Libye, Bir Hakeim, El Alamein, Tunisie et débarquement en Provence. Henri Fruchot, né à Angers en 1894. Il sera l'un des premiers, dès fin juin 1940, à rejoindre le général de Gaulle, qui le charge de créer le service de santé des FFL, Forces françaises libres.
Au vu de tout ce qu'on peut lire de leurs témoignages, des questionnaires auxquels ils ont pu répondre, parfois en masse, il est bien évident que la première motivation, elle est d'ordre patriotique et elle coïncide avec un espèce de refus que j'appellerais viscéral d'accepter l'occupation du territoire français. C'est quelque chose de très fort. Ce qui a été le déclencheur de l'engagement, c'est plutôt le discours du maréchal Pétain, tenu le 17 juin 1940, par lequel le maréchal Pétain, tout nouveau chef du gouvernement, annonce aux Français qu'il va demander la cessation des combats aux Allemands. Et c'est souvent ça qui a révulsé certains qui l'entendaient, certains qui étaient très minoritaires, mais ceux qui vont se retrouver dans l'engagement, parfois ont été immédiatement convaincus par ce discours qu'il fallait justement ne pas accepter cette défaite. Comme la plupart des Français, les compagnons, les futurs compagnons, ont très peu entendu, sont très peu nombreux à avoir entendu l'appel du 18 juin, y compris d'ailleurs, on ne le sait pas toujours, mais un certain nombre de Français qui sont partis rejoindre l'Angleterre n'ont appris l'existence du général de Gaulle qu'une fois arrivés en Angleterre. Autrement dit, n'ont pas répondu à l'appel du général de Gaulle, comme on le dit de manière un peu rapide parfois. Ils sont simplement allés en Angleterre parce que les Anglais continuaient à se battre et qu'ils espéraient éventuellement s'engager dans l'armée britannique. Et c'est là parfois qu'ils ont appris l'existence de ce général français qui appelait au combat, etc. Claude Guérin, né à Cholet en 1912. Déguisé en aviateur polonais, il s'embarque pour Londres et s'engage dans les FFL. Le colonel Passy lui demande de créer un réseau de renseignement dans le sud marocain. Fin octobre 1940, il est dénoncé, arrêté et ramené en France où il est incarcéré et condamné à 20 ans de travaux forcés. Il s'évade le 31 décembre 1943 et rejoint le maquis du Forez. L'histoire de la résistance, elle est toujours liée à une chronologie, et la chronologie est très importante. On ne parle pas de la même résistance en 1941 et en 1943. En 1944, c'est encore une autre résistance. Tout évolue parce que la guerre va très vite, que les positions changent, que la victoire des uns devient une propre défaite. Je pense par exemple aux Allemands et aux Italiens qui, jusqu'en 1942, semblent en tout cas quasiment invincibles et qui, à partir de la bataille de Stalingrad, qui se termine en janvier 1943, vont commencer à reculer un peu partout. Et donc tout ça joue beaucoup sur le moral des gens, y compris des Français qui ne sont pas combattants, mais qui voient aussi que les choses évoluent, que les Américains se renforcent, que les Allemands baissent un petit peu le pied et que leur occupation devient aussi de plus en plus dure, de plus en plus répressive, qu'on oblige les jeunes Français à aller travailler en Allemagne à partir de février 1943, ce qu'on appelle le service du travail obligatoire. Et tout ça crée un climat qui finalement est de plus en plus favorable à la résistance. Donc la résistance en 1941, c'est quelques centaines d'individus isolés. La résistance en 1944, c'est des mouvements très structurés, y compris sur le plan militaire, avec un peu d'armement, avec un peu d'équipement, et c'est plus du tout les mêmes circonstances. Au départ, la résistance est née d'intellectuels. Intellectuels qui avaient des relations avec l'Angleterre ou qui avaient des moyens de faire passer des messages par l'Espagne, le Portugal ou autre. C'est venu ainsi. Mais ça se passait surtout en ville. Intellectuels, ville. Quand on est venu, il faut attendre 1943 pour que ça arrive en campagne et que ça s'adresse à l'ensemble de la population. Ça s'est, comme on dit, démocratisé, si vous voulez. Alors on a recruté surtout pour faire, pas dans les réseaux, comme je vous disais, c'est sûr, non, dans les mouvements, comme l'IB-Nord, par exemple. Alors là, on a recruté énormément de gens pour former l'armée secrète. Mais dans les réseaux, c'était différent. On veillait à qui on recrutait. Quoique, je dis, nous, on s'est trompé. J'ai parti du réseau Corasturi, région Anjou-Bassoir. On a fait entrer dans notre réseau, à Nantes, un secrétaire de la commandanture. Il nous a donné des renseignements, il nous a donné des renseignements sur les Allemands, d'accord. Parce qu'on ne s'est pas douté, on ne le savait pas. De toute façon, on ne l'aurait pas fait rentrer. Bien sûr. Il a vendu le réseau, enfin, les personnes qu'il connaissait, c'est-à-dire presque toute la tête du réseau, sauf Marcel Loutreling, Eugène Baudouin, son adjoint, et Paul Gendron, le secrétaire de Baudouin. À part ça, la tête, il n'y en avait plus. Il y a quelques petits chefs qui restaient, on ne savait pas. Voilà. C'était mon cas.
Madame Marcelle Henry, née à Angers en 1895. Elle est l'une des rares femmes compagnons de la Libération, puisqu'elles ne sont que 6 sur 1038. Elle prend position contre la collaboration, développe une atmosphère de résistance au sein de son ministère et entre dans la résistance. Arrêtée par la Gestapo le 4 juillet 1944, internée à Fresnes, elle est torturée mais ne parle pas. Vous savez que la femme, à l'époque, en 1940 ou 43 jusqu'en 45, elle est mineure civile et civique. Elle n'a pas le droit de vote, elle n'a pas le droit de signer de chèque. En tout cas, quand elle a un mari, c'est le mari qui signe. Donc, d'une certaine manière, ça dit beaucoup de choses sur la société de l'époque. Alors même qu'on sait que les femmes ont joué un rôle très important dans la résistance et que numériquement, leur rôle, c'est à peu près 25% des effectifs de la résistance en métropole, en réalité, le taux de reconnaissance qui leur est donné est très très inférieur. Je pense que les femmes également n'ont rien demandé. Les hommes ont beaucoup plus facilement demandé des décorations. Les femmes n'ont rien demandé. Et en même temps, pour obtenir une décoration, généralement, il faut être proposé. C'est-à-dire votre chef vous propose à son chef, à lui, qui fait monter les propositions. C'est comme ça qu'on est décoré. Je pense que les chefs de la résistance, mais comme les hommes de l'époque, ne présentaient pas, ne proposaient pas de femmes. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on les retrouve très peu récompensés par ces titres de distinction de la reconnaissance morale de l'État. Voilà. René Lacombe, né à Combray en 1915. Il s'évade le 14 janvier 1942 et entre aussitôt dans la résistance comme agent de liaison de l'armée secrète dans le maquis des Cévennes. Roger de la Grandière, né à Gréneville en 1916. Le 17 juin 1944, il est parachuté sur le maquis Saint-Marcel dans le Morbihan, à la tête d'un peloton de voitures armées pour le combat. Le 20 juin, grièvement blessé, encerclé par un adversaire supérieur en nombre, il ordonne à ses hommes de décrocher et est alors achevé par l'ennemi. Gérard Marceau, né à Cholet en 1912. Le 28 août 1940, il rallie les FFL et est muté au Levant dans la 2e BFL, Brigade française libre. Campagne de Libye, Irak-Ain, El Alamein, Tunisie, Italie, puis campagne de France. Il se révèle un remarquable chef d'artillerie. Roland Pose d'Ivoire de la Poipe, né en 1920. Passionné d'aviation, il s'engage le 5 décembre 1939. Il entend l'appel du général de Gaulle, rejoint les forces aériennes françaises libres et participe à l'expédition de Dakar et à la campagne du Gabon. Après une soixantaine de missions, volontaire de l'escadrille Normandie-Niémen, il abat 15 appareils ennemis et est fait héros de l'Union soviétique. Harry de Villoutret de Brignac, né à Soulaire-et-Bourg en 1909. Le 30 juin 1940, il quitte le Liban pour rallier les FFL en Palestine. En 1945, alors qu'il dirige le groupement des escadrons légers du Nord-Syrie, encerclé près d'Alep, il est massacré par la foule déchaînée. Alfred Heurtaud, né à Nantes en 1893. Arrêté par la Gestapo en mars 1941 avec un de ses fils, libéré, puis à nouveau arrêté le 3 novembre, il est déporté en Allemagne. J'étais donc 14 pour m'arrêter. Il y avait donc les deux chefs de la Gestapo d'Angers, il y avait Ernst et Wolf. Et Wolf était un Alsacien-Lorrain, mais qui était pro-allemand. Quant à donc Ernst, lui, c'est un avocat de Leipzig. Voilà. Et bon, j'ai été interrogé. J'aime pas en parler. J'ai subi la torture. Et après, donc, j'ai été condamné à mort. J'ai été mis au poteau. J'ai pas été exécuté parce qu'ils croyaient que j'appartenais à l'équipe spéciale qui faisait que du parachutage, qui faisait que du sabotage. Et il y a un gars de l'équipe qui a dû dire que Quentin n'en faisait pas partie. C'est comme ça que je n'ai pas été fusillé. Ça s'est passé le 8 juin 1944. Et le 10 juin, ma condamnation à mort a été changée le 9 juin et le 10 juin, j'ai été emmené à Compiègne. Et de Compiègne, on m'a emmené à Dachau. Voilà.
Et à Dachau, j'ai servi de cobaye pour les Allemands, pour le docteur Racher. Alors, voilà, on m'a inoculé la tuberculose, on m'a inoculé la strychnine, qui est la base de la mort, pendant 2 mois, et je suis là. Voilà. Ces 1038 compagnons représentent tous ceux qui ont combattu et ils illustrent parfaitement la devise Patriam servando victoriam tuit. En servant la patrie, il a remporté la victoire. À eux, qui se sont regroupés autour du général de Gaulle, à tous ceux qui ont combattu, résisté, nous leur devons la liberté, l'indépendance et la grandeur de la France. Sachons nous souvenir de tous leurs sacrifices et nous montrer dignes de leur exemple dans la défense de notre nation, de sa démocratie et de ses racines. Honneur et gloire aux compagnons de la Libération. Honneur et gloire à ceux qui ont résisté. Honneur et gloire à ceux qui se sont battus pour la France. Les compagnons de la Libération, ça représente un tout petit nombre quand même de ceux qui ont fait quelque chose pendant les années d'occupation en France ou dans les combats extérieurs. Mais ce qui est certain, c'est qu'eux-mêmes représentent des tas d'autres gens qui ont agi à différents niveaux, dans l'ombre pour les résistants de l'intérieur, dans les villes, dans les campagnes, aussi bien que dans les combats, j'allais dire au soleil ou en tout cas sous l'uniforme, dans les rangs de l'armée de Gaulle, que ce soit des marins, des terriens ou des aviateurs. Ce qui est important aussi, c'est pas tant l'action héroïque qui a été menée par les uns, le suicide spectaculaire de l'un, la mort au combat de l'autre, que les véritables motivations, les raisons pour lesquelles ces gens ont fait ce choix de s'opposer à leur propre gouvernement, celui du maréchal Pétain, devenir donc des hors-la-loi, être éventuellement condamnés à mort par des tribunaux militaires français pour désertion, alors qu'en fait ils partaient se battre en réalité, reprendre le combat. Ce qui est important, c'est les valeurs, c'est-à-dire la capacité à refuser la défaite moralement, à considérer que tout espoir est permis tant qu'on n'est pas mort et qu'il faut avoir foi en ses idées. Et puis c'est aussi, et là c'est plus contemporain, être capable d'esprit critique. C'est-à-dire être capable d'analyser les situations, pas uniquement parce qu'on vous ordonne de faire ou parce qu'on vous dit, mais d'être capable de réfléchir par soi-même pour se faire sa propre opinion. Eh bien les résistants, les Français libres, c'est des gens qui sont quand même allés à contre-courant, parce qu'ils étaient très minoritaires, mais qui ont décidé par rapport à leurs propres valeurs universelles, notamment les droits de l'homme, notamment la notion de liberté, face à des régimes, que ce soit le régime nazi dont on savait très bien ce que c'était, mais aussi le régime de Vichy qui était un régime d'une certaine façon totalitaire, en tout cas très autoritaire, interdisant la pluralité politique, la pluralité syndicale, la liberté d'expression, et que donc on peut avoir raison contre les autres, même en étant minoritaire, à condition que ce soit pour des valeurs qui sont des valeurs universelles.
La plaque va être dévoilée par Madame Anne-Françoise Salé de Choux, nièce et filleule de François Carré de Luzançais. Les compagnons représentent bien la fraternité, l'unité, la dignité que l'être humain possède en lui. Ces qualités que nous apercevons surtout lorsque l'homme est dépossédé de ses droits, de ses libertés. Nous nous devons d'entretenir la fraternité qui est essentielle pour notre société. C'est donc avec un immense plaisir et une grande fierté que nous sommes réunis ici, en présence de Madame Salé de Choux. La fierté d'avoir en ces lieux un compagnon de la libération et sa famille aujourd'hui unie pour lui rendre un hommage. Honorer sa mémoire en lui dédiant cette plaque qui marquera à jamais cet espace aux abords de la chapelle.